Alors, on n'est pas agile, là? Tu le vois pas, mais à l'intérieur de moi, c'est tout bizarre, hein. Je peux te dire que je fais pas le malin. Alors, bon, merci aux gars là-haut. Donc, bienvenue. Et on va faire semblant que je maîtrise tout. Et on va en profiter pour remercier les sponsors, pour organiser ce bel événement. Merci à eux. Vous pouvez continuer d'applaudir, ça me fera passer le temps. Oh mon Dieu. Hop là. Tu pourras me donner une prise? Donne des bonnes specs, s'il te plaît. Yes. Alors, autant vous dire qu'on va innover, hein. Parce que ça, je m'étais toujours refusé à le faire. C'était vraiment pas prévu. Accueillir le changement positivement, qui disait « Tu parles, mon cul, oui. » Mais toujours garder le sourire. Ça, c'est l'esprit consultant. Hop, hop. Allez, on va essayer de la faire comme ça. Une grande inspiration. On respire tous ensemble, ça va me donner du courage. Vous m'entendez là? Je me présente à vous en tant qu'expert en visio. C'est écrit sur ma tête. La première visio que j'ai organisée, c'était en avril 2018. Je m'en souviens très bien parce qu'on était content de lancer la première session de formation à la facilitation graphique. Et j'ai eu un seul participant. Autant vous dire que j'ai pas vraiment fait le malin. J'imaginais qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Le Covid est arrivé. Le bonheur des visios. En tout cas, moi, je me réjouissais parce que je voulais développer le distanciel depuis longtemps. J'ai pu découvrir à travers mes activités de coaching le bonheur d'avoir une coupure électrique pendant un atelier de priorisation de la feuille de route avec un codir, de me faire zoom bomber pendant un Picto Challenge. Si vous ne savez pas ce qu'est le zoom bombing, ça consiste à organiser un moment assez neutre, qui se rapproche plutôt de oui-oui et bisounours, et de voir apparaître des photos de femmes nues. C'est une expérience assez violente, avec derrière des rires et des sarcasmes, et des photos d'Anonymous. Je vous rassure, depuis les Picto Challenge sont des événements sécurisés, on ne peut plus se permettre ce genre de choses. Alors, on n'imagine pas comment on a chaud là-dessous. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que malgré tout, j'adore la visio, malgré toutes ces expériences. Et je suis sûr que si on faisait le tour avec vous, on en trouverait plein d'autres. Et ce que m'ont appris toutes ces expériences, plus toutes les autres qui ont suivi, c'est que pour bien organiser ces visios, il faut passer des consignes. Alors, ces consignes, elles sont très simples. Et je dédie cette conférence à toutes celles et tous ceux qui, comme moi, passent leur temps à attendre et à dire à ces gens d'allumer votre webcam. Consigne numéro 1 quand tu es en visio, quand tu es organisateur de visio. Il y en a qui le font, j'imagine. Avec plus ou moins de succès, évidemment. Deuxième consigne que j'ai apprise à mes dépens, c'est une consigne à la fois. Il est illusoire de croire que les gens peuvent se connecter. D'ailleurs, quand ils allument leur webcam, ils ne savent pas entendre qu'il y a la fonction de chat qui est juste à côté. Une consigne à la fois. C'est vraiment très procédé. On ne passe pas à la consigne numéro 2 tant qu'on n'a pas acquis la consigne numéro 1.
on ne passe pas à la fonction de chat tant qu'on n'a pas acquis la webcam. Et évidemment, il y a toujours Marie-Claire ou Patrick, pour qui ça ne marche pas. Je suis quelqu'un de très bienveillant. Hein. Et j'ai aussi appris qu'il faut s'adapter au plus lent. Et Dieu sait qu'il y en a qui sont lents. Trop lents. Très, très lents. Alors, quand je demande aux gens d'allumer la webcam, que j'attends, et que je me dis qu'il y en a un qui est plus lent, je leur dis, alors pourquoi tu n'arrives pas à allumer ta webcam? Alors, il y en a qui me répondent parfois, peut-être vous aussi, j'en ai pas. J'en ai pas. En 2023, ne pas avoir de webcam sur son poste, ça questionne quand même. Ça questionne sur les moyens qu'on donne aux gens de travailler correctement. Il y en a qui vont me répondre, je ne peux pas l'allumer parce que là, je suis en mobilité, je suis dans les transports. Et du coup, j'ai une bande passante variable, voilà, je suis sur le Lyon-Grenoble, à un moment donné, tu as la 4G qui s'écroule, tu ne sais pas pourquoi. Donc, logique. Et puis, il reste ce petit village d'irréductibles. Moi, je n'allumerai pas ma webcam. Et tu le sens, parce que je ne la vois pas, la personne, hein, et tu le sens dans le ton de sa voix. Tu sens que quand je lui ai demandé d'allumer sa webcam, tu sais de quoi elle va te parler. Et je le sais. Moi, je fais respecter mon droit à l'image. Ça fait 3 minutes qu'on est connectés, moi je veux que du bien pour cette personne. Et je sens déjà une forme d'agressivité. Alors des fois, ça dépend comment j'ai bien dormi. Si je suis bien luné, je lui dis oui, tout à fait, je respecte ton droit à l'image, il n'y a pas de problème. Et puis, si je suis d'humeur un petit peu plus taquine, je vais lui dire très bien, dis-moi, qu'est-ce que tu connais de ton droit à l'image? Je veux dire, au-delà du fait que tu as un droit à l'image. Parce que faire respecter ton droit à l'image, tu as le droit. Et effectivement, ça va t'amener à couper ta webcam. Et bien souvent, les gens ne sont pas informés de ce qu'il est possible de faire et de ce qu'on a le droit ou pas de faire. Alors, on va se tourner vers des autorités compétentes. La CNIL. Et là, c'est très intéressant d'aller voir ce que la CNIL nous propose comme définition sur le droit à l'image. Au début, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé. Et effectivement, la CNIL, elle te dit, en gros, en gras, les gens, ils ont le droit de protéger leur droit à l'image. Tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un d'allumer sa webcam. Tu n'as pas le droit. Enfin, tu n'as pas le droit. Tu as le droit de lui demander. Et ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de l'obliger à allumer à partir du moment où ça ne respecte pas, elle a le droit de protéger sa sphère privée. Ça, elle a le droit. Oui, mais alors du coup, je fais quoi, moi? Je fais des visios en mode pont téléphonique? Vous avez déjà fait des réunions pont téléphonique? C'est bien, hein? On avait fait ça chez un client une fois, et du coup, le protocole qu'on avait été obligé de mettre, c'était de dire, au fait, vous direz bien qui parle à chaque fois. On a l'impression de se retrouver dans un vieux protocole d'assembleur des années 70-80. Alors sinon, on peut faire comme les autoroutes Paris-Rhin-Rhône pendant le Covid. On oblige les gens à allumer la webcam. Mais ça crispe les gens. Après, il y a une petite faille qui s'appelle la fonction de floutage. Parce que dans le droit, un salarié n'a pas non plus le droit de se présenter à visage couvert sur son lieu de travail. La fonction de floutage est donc cet angle mort qui nous permet à la fois de faire respecter le droit à l'image et le droit à la vie privée des gens, et en même temps de permettre aux gens de nous voir. Alors, quand j'insiste lourdement là-dessus, vous doutez bien que les gens ne disent pas « Ah ouais, c'est vrai, c'est vachement bien. Du coup, je vais allumer ma webcam. » Ça ne marche absolument pas. Au contraire, plus j'explique, plus ça tend les relations. Alors du coup, il faut passer au plan B. Et le plan B, c'est un peu l'ambition de cette intervention. Parce qu'on est bien d'accord que la visio, ça a quand même un petit peu changé notre rapport au monde. Vous passez tous un moment en visio. À combien le quantifiez-vous? Une journée par semaine, en total? Qui dit plus? 2 journées par semaine? Vous vous rendez compte? 3 journées par semaine? 3 journées ouvrées, hein?
4 journées, au moins. Qui fait 5 jours par semaine de visio? T'as levé la main en premier, je t'offre un pot de miel. Il est là-bas. Ça ne changera pas ta semaine, mais ça amènera un petit peu de douceur là-dedans. Je suis désolé pour ceux qui ont été rapides. Alors, ce rapport au monde, il est décrit, il est documenté. Vous le connaissez sans doute. Il nous vient de la programmation neurolinguistique. C'est ce qu'on appelle le VACOG. Notre rapport au monde est simplement le fruit de ce qu'on est capable de voir, de ressentir à travers nos différents sens. Alors, on va se les remémorer pour les deux du fond là, qui auraient oublié ce qu'étaient que les 5 sens, mais normalement, on devrait tous les avoir. La vue. Ah, en visio, on peut quand même voir des choses. Bon, on voit des vignettes, mais on voit des choses. Ou on voit une webcam éteinte. L'auditif, donc l'ouïe. Ah, ça, pour entendre, on entend. Enfin, ça, c'est quand tu arrives à bien configurer tes haut-parleurs, parce que ceux qui ont le truc qui monte et qui descend, là, ah, ça marche pas. Ah oui, il faut que tu baisses. Ah oui, parce qu'en plus, il y en a qui coupent leur webcam et leur micro, ce qui ajoute de la complexité à la complexité. Les gens sont pleins d'imagination. Le champ du tactile, évidemment. Yes. Ça, c'est quand même mieux qu'en version papier. Hein. Ce que tu sais pas, c'est que j'ai activé la correction de mon trait. On a le champ olfactif. Ah, certains ont pu me témoigner que quand même la visio a apporté au moins ce bénéfice. Je vous laisse à vos propres conclusions sur cette affirmation. Hélas. Et enfin, le champ gustatif. Et il faut bien le dire, la visio réduit le champ de nos sens à pas grand-chose, à peu de choses, les a considérablement abaissés. Et je reste convaincu qu'on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses avec ça. Malgré tout, j'ai un petit peu envie de dire, quand tu as touché le fond, je ne sais plus quel est le proverbe, mais bon, il faut juste taper du pied et remonter. Et je trouve que le distanciel nous amène tellement bas que tu peux que te poser des questions. En tout cas, moi, c'est la voie que j'ai plutôt choisie, c'est de m'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Et ce que je vais essayer d'explorer à travers cette intervention, c'est au moins 3 canaux principaux, la vue, l'ouïe et le tactile. On va commencer avec la vue. Comment est-ce qu'on peut enrichir le visuel? Alors, imaginez que vous vous présentiez en réunion comme ça. Imaginez que pour bien qu'on se représente ce que ça voudrait dire dans la vie physique, que vous vous mettiez sous vos sièges. Configuration que j'ai jamais vue à Gilles Grenoble. Vous ne le faites pas. Pourquoi il y a des gens qui coupent la webcam? Statistiquement, il y en a qui coupent la webcam ici. C'est toi qui as rigolé, tu vois? Je te vois, je te connais. C'est à toi que je rappelle le droit à l'image. Allez, plus sérieusement. Pourquoi parler de qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut renforcer la partie visuelle? On va revenir juste sur les principes de neurosciences. Ouh, ah oui. Hop là. Juste un concept, le principe des neurones miroirs. Le principe est relativement simple. Vous avez déjà vu quelqu'un qui bâille? Je t'ai eu. Le principe des neurones miroirs est assez... voilà, on le connaît. En gros, quand on voit quelque chose, ça va provoquer une réaction chez nous. Donc évidemment, si toi tu coupes ta webcam, mon rapport à ton monde et mon rapport à toi va être vachement perturbé. Ce principe de neurone miroir, il est au cœur. Si vous avez déjà fait une visio avec une mosaïque de webcam éteinte, moi j'appelle ça l'effet Nikos Aliagas. Vous avez déjà vu Nikos Aliagas? Moi j'adore ce mec. Il a la banane, il a une énergie de dingue, il ne voit personne. Il n'a aucun neurone miroir actif. C'est une source d'inspiration magistrale pour moi. Parce que quand je suis face à ça,
Je pense à lui. Comment il fait, lui? Il prend des substances. C'était pas au script, ça. Il le fait malgré tout. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et plus on a accès aux autres, on crée du lien. Si on a besoin de se voir, c'est pour établir le lien. Déjà en physique, c'est pas facile d'établir le lien. Et grâce à mes neurones miroirs, je vais pouvoir entrer en empathie avec vous. Si je n'ai pas accès à tout le monde, comment est-ce que je peux juste me figurer les émotions que tu traverses, les réactions que tu peux avoir? Et si à l'inverse, moi je coupe ma webcam, comment tu peux te représenter ça? Cette absence de lien, elle est réelle. On ne l'a pas quand on est en physique. Il ne vous viendrait pas à l'idée de vous mettre sous vos sièges pour ne pas que je vous voie. Et pourtant, on le fait en webcam. Troublant quand même. Troublant. Comment faire pour recréer ça? Si on regarde un petit peu les usages, avant c'était simple, je veux dire, avant le Covid. Voilà. Avant, on allait tous en présentiel. Il y a peut-être une partie d'entre vous qui étiez déjà en distanciel, mais avant c'était simple, on était tous au bureau. Et moi aussi. Donc qu'est-ce qu'on faisait quand on était au bureau et qu'on voulait faire une réunion? On prenait une salle, non? C'est QFD. Sauf qu'on a rajouté une nouvelle dimension. Je vais laisser ma colonne vide au milieu. Parce que maintenant, on peut être à la maison. Il y en a qui font du distanciel? Ouais. Vous êtes tous là. Levez la main ou cachez-vous sous votre siège pour voter. Vous pouvez changer. On peut changer le geste, hein, vous voyez. On peut innover aussi. Hein. Encore une fois, on n'a jamais vu des gens... Enfin, à Gilles Grenoble, on a vu plein de gestes. Hein, sur des keynotes, des machins. Ça, on l'a jamais vu. C'est peut-être le moment de... J'ai décidé que sur mes conférences, je me faisais plaisir maintenant. Et en fait, ça me libère. Alors, si tout le monde est à la maison, que moi je suis à la maison, ils sont à la maison, qu'est-ce qu'on se fait? Allez, un petit Teams, un petit Zoom, une petite visio, voilà, ça va être pas mal. Webcam, pas webcam. Si moi je suis à la maison... Oula, quelle est cette forme de S? Si moi je suis à la maison et que les gens sont au bureau, pas trop compliqué non plus, hein. On va faire des visios. Hein. Si eux sont à la maison et que moi je suis au bureau, pas le choix non plus, on va faire des visios. Attendez, et quand on est tous au bureau, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si? Et si? Regarde tous les gens qui rigolent. Et si? Et si? Et si? Et si? Et si? Moi, je trouve ça absolument délicieux. Quand chacun reste dans son petit bureau, on va se faire une petite visio. Hein? On va rentabiliser la licence Teams qu'on paye un bras. Donc oui, tu fais une visio. Moi, je critique pas. Hein. J'ai envie de dire, ça m'arrange même, parce que moi, je suis toujours à la maison, donc comme je ne vais plus au bureau. Et puis, il y a un truc, il y a un entre-deux. Ah là, c'est absolument brillant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, d'ailleurs. Ah, je me suis foiré. C'est pas grave, c'est le stress. Parce que moi, je ne peux pas être aux deux. Enfin, on est bien d'accord. Hop, on va faire comme ça. Oh, ça, c'est génial. Oh là là. C'est de la triche. Alors. Et puis, on peut avoir les autres. Vous avez peut-être remarqué, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont à la fois en présentiel et d'autres en distanciel. On appelle ça en hybride. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se fait une visio. Mais pas une visio n'importe comment. Une visio bien pourrie. Celle où tu mets la pieuvre au milieu, où tu vois les gens qui sont gros comme ton ongle. Et t'es censé développer des neurones miroirs avec ça? Mais non! Non, 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 et archi non. Parce qu'en plus, tu le sais, quand t'es à la maison et que eux, ils sont sur site, où va être la dynamique? Sur site. On t'oublie quand t'es à distance. Donc coupe ta webcam, de toute façon, on ne pense pas à toi. La modalité,
c'est l'enfer, la modalité hybride. Alors, il y a quand même un échappatoire, c'est qu'effectivement, on se mette véritablement en visio, y compris si on est répartis sur plusieurs sites. Ça veut dire que oui, des personnes dans une même salle vont avoir les mêmes sites, vont être connectées pour qu'on ait chaque visage, pour qu'on ait chaque son. Et là, ça commence à devenir intéressant. À partir du moment où on est dans cette configuration donc de visio, on voit bien que le système de visio est généralisé. Il me paraît quand même crucial, essentiel, important, mettez l'adjectif que vous voulez, de s'interroger sur comment est-ce qu'on peut faire des bons moments. Si on passe énormément de temps en visio sur une modalité qui se généralise, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire. Mais est-ce que le sujet de voir ne se résume qu'aux gens? Non. Et si on change de perspective, qu'est-ce qu'on voit? Alors moi, si je suis l'animateur ou l'animatrice de la visio, moi je vois ma petite mosaïque de gens avec, avec les visages. Enfin, évidemment, c'était Emilien qui a coupé sa webcam, parce que cette conférence l'a renforcé dans le fait que oui, je ne vais pas la mettre ma webcam. Je m'en fous des neurones miroirs, tu te débrouilles. Mais qu'est-ce que je sais que tu vois, toi? Tu vois la même chose normalement. On va dire que tu n'es pas sur mobile, ok? Mais tu ne vois pas que ça. Tu as ta petite barre des tâches en bas, avec tes petites applications. Et puis, oh, qu'est-ce qui vient d'arriver? Oh, un petit message. C'est donc toi qui regardes tes mails pendant les visios? Que celui ou celle qui n'a jamais consulté ses mails pendant une visio me jette son badge à la figure. Il y a vraiment des gens de mauvaise foi en plus dans ce groupe. Il y a ça, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de trucs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on le sait, sur nos posts, qu'est-ce qu'on va voir? On va être nourri d'interruptions. Alors, cette injonction qui consisterait à dire « ne regardez pas vos mails », il me semble qu'elle est impossible, parce que notre cerveau ayant besoin de s'occuper, très difficile de rester sans rien faire. Et si vous avez déjà regardé ma conférence sur la gestion du temps, on est dans un système d'interruption automatisé, automatique. Et donc l'enjeu n'est pas de se dire arrêtons les interruptions, mais plutôt de jouer avec, ou plutôt de faire en sorte que les gens ne s'interrompent plus, et donc de réélever le niveau visuel. On ne peut pas vouloir aux gens de s'interrompre et d'aller regarder ailleurs si c'est pauvre visuellement, ou si c'est pauvre sur les autres sens. C'est donc logique que les gens fassent d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Visuellement, c'est quand même le canal que tu as le plus. Tu as quand même des choses qui sont à ta disposition. Le premier, et je t'en fais un volontairement comme ça, tu peux utiliser des petits pictogrammes. Des petits pictogrammes comme je fais. Tu peux aller sur un site, il y en a plein. Juste dans tes PowerPoint, mets autre chose que le petit bonhomme en 3D qui grimpe à une échelle. Celui-là, on l'a vu 1000 fois. Les banques d'images, arrête d'aller sur Google Images. Soutiens des petits artisans visuels comme là, tu vois. Ou simplement dessine-les à la main. Parce que oui, il y a un véritable attrait pour ces choses-là. Ce qu'on veut, et je suis clair, si nos cerveaux sont constamment interrompus, ce qu'on veut, c'est manipuler le cerveau des gens pour qu'ils se reconcentrent sur ce qu'on est en train de voir. Et on ne peut pas imaginer que les cerveaux vont revenir tout seuls comme par magie si on ne leur donne pas des choses à voir. On peut utiliser, si tu n'aimes pas les pictogrammes, tu peux utiliser des images. Si tu vas sur supertil.fr, il y a un petit outil exemple qui s'appelle la météo intérieure. Voilà, tu peux le télécharger, c'est gratuit. Et puis ça te fait un petit icebreaker, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est chouette, c'est sympa. Ou sinon, tu utilises toutes les techniques de photolangage. Hashtag photolangage est une marque déposée, ne l'oublions pas. Et puis si tu es un peu courageux, si tu aimes avoir ça entre les mains, enfin un stylet ou un crayon, il y a une discipline qui existe, qui est accessible à tous, qui s'appelle la facilitation graphique. Ça consiste à dessiner des éléments. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui témoignent qui sont visuels. On n'a aucune statistique réelle là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attirance. Cette attirance fait que depuis tout à l'heure, par exemple, vous regardez, pour la plupart, ce qui est en train d'apparaître.
Vous avez pourtant plein de potentiels d'interruption qui sont à votre disposition, des montres connectées, des téléphones. Voilà. Donc, on peut se dire que je vous manipule. Ça me donne un sentiment de puissance d'un coup. Mais c'est de la manipulation positive, si on peut s'autoriser cette expression. Donc on voit déjà que sur le champ visuel, on peut explorer énormément de choses. Passons maintenant à la partie auditive, à l'ouïe. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Regardons nos modalités de visio, les modalités de base. Je suis organisateur, je suis organisatrice, je vais certainement avoir une modalité dite descendante. Je parle, donc tu écoutes. Un petit peu celle qu'on utilise actuellement. Je parle, vous écoutez. Il y a une énorme différence entre ce qui est en train de se produire là et ce qui se passe en visio. Un élément auquel on est un petit peu moins sensible, c'est que les outils numériques sont tellement puissants aujourd'hui, c'est qu'on a une normalisation sonore. Les sons sont nettoyés, filtrés, on n'a plus de parasites, ce qui n'est absolument pas le cas lorsqu'on est là. Et il y a cette injonction que je n'ai jamais comprise, qui pour moi rentre clairement dans le champ des mauvaises pratiques. Ça consiste à dire « Pourriez-vous couper votre micro, s'il vous plaît ?» Sauf que quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes le son. Alors, il y a des expériences sensorielles, il y en a une à Lyon qui existe, qui s'appelle Gravity Flottaison. J'ai aucune affiliation avec eux. Où c'est l'expérience du zéro son. C'est une expérience déroutante. Vous pouvez regarder, vous trouverez plein de documentation d'expérience. Notre cerveau n'est absolument pas préparé au silence absolu. Dit autrement, en faisant couper le micro des gens, on déstabilise notre propre concentration. Il y a donc un intérêt énorme à demander aux personnes de garder le micro allumé, sauf les parents qui gardent les enfants et les gens qui ont des travaux. Pour le reste, ça ne gêne absolument en rien. Notre cerveau en a même besoin. Avoir quelqu'un qui se racle la gorge, quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui se gratte, un tissu qui se frotte, ça fait partie de l'environnement sonore. Nos sens sont conçus ainsi. N'utilisons pas les outils pour dépecer nos environnements sensoriels. Or, c'est exactement ce qu'on fait. Laissons les micros ouverts. Enfin, ceux qui ont le micro qui fonctionne. Je vous rappelle la troisième règle, on fonctionne avec celui ou celle le plus lent. Et quand ils sont en bande, tu rames. Bon, mais là, j'ai pas beaucoup de temps moi, pour parler. Là. Du coup, il y en a un qui parle tout le temps pour peser une pipelette. Alors, vous avez des questions? Bon, personne répond. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Il y a quand même une fonctionnalité absolument remarquable, délicieuse, magique, parfois même plus pratique qu'en présentiel. Et Dieu sait que j'aime le présentiel. La fonctionnalité de sous-groupe. Et je vais être clair là-dessus. Le seul outil qui propose aujourd'hui des vraies fonctionnalités de sous-groupe, il n'y en a qu'un. C'est Zoom. Alors, on me dirait, oh, c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord, sur Teams, il y a aussi des sous-groupes. Regarde bien la doc. C'est moins pratique. Tu n'as pas la même flexibilité. Et puis, tu as aussi des outils qui ne proposent absolument pas de fonction de sous-groupe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ton outil, tu contrains la modalité à la non-collaboration. Or, si tu milites pour ça, tu remets du lien et tu remets du dialogue. Et donc, tu remobilises le champ auditif. Alors, comment tu fais des sous-groupes? C'est comme dans la vraie vie. Tu as déjà fait des ateliers. C'est comme si tu disais aux gens, on va se répartir en îlots. Et là, qu'est-ce que tu fais mécaniquement quand tu crées des sous-groupes? Si tu as 10 personnes, en les répartissant en 2 groupes de 5, tu augmentes statistiquement la probabilité qu'ils parlent le plus. Si je pousse cette logique le plus loin possible, qu'est-ce que j'aurais intérêt à faire? Des groupes de 1. C'est là où je peux parler tout le temps, tout seul. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas très pertinent d'un point de vue de la collaboration. Alors, on va faire des équipes de 2. Là aussi, on sait à moins d'avoir 2 potes ou 2 pipelettes. Alors, souvent, la bonne configuration, on a de bons résultats, c'est 3. Des sous-groupes de 3, allez, 4 si vous insistez, mais pas plus. Et à partir du moment où on fait des sous-groupes de 3, là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que le deuxième effet qui se coule, que tu n'as pas anticipé, parce que tu as juste utilisé la fonction de l'outil, c'est
D'accord, mais moi, je fais quoi maintenant? Et là, tu prends conscience que déjà, pour envoyer des gens dans des sous-groupes, il faut qu'il y ait un intérêt, donc tu vas leur poser des questions, et tu ne vas pas leur donner des consignes. Et deux, tu commences à comprendre ce que ça va être d'être facilitateur. Et il me semble que ça, c'est une porte d'entrée merveilleuse pour comprendre le job d'un facilitateur, c'est-à-dire envoyer des gens faire des choses, et se tourner les pouces pendant 10 minutes en se disant « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Parce que c'est ça que fait un facilitateur, une facilitatrice. Alors, il ne se tourne pas les pouces, évidemment. Il fait plein d'autres choses. Mais il conçoit des modalités. Envoyer les gens, les récupérer. Envoyer les gens, les récupérer. Travailler sur cette dynamique. Et là, on a des gens qui parlent. Et là, on a des gens qui écoutent. Et là, on a des cerveaux qui sont mobilisés. Et là, c'est chouette. Et en plus, on a plein d'outils du monde réel qui sont disponibles et transposables dans le monde du digital. Parce que là, on ne se parle que d'outils de dialogue. Le meilleur outil de dialogue, enfin un des meilleurs en tout cas, on connaît, le World Café. Principe de sous-groupe. Tu répartis les gens en sous-groupes. Si tu n'as jamais fait un World Café, tu vas sur mon site, j'ai écrit un article dessus, ou tu vas sur Internet tout court, ou sur ChatGPT. De toute façon, World Café, c'est hyper connu. World Café, tu répartis ça en groupe, une table égale un thème, et à la fin, il y a des restitutions. On pourrait aussi faire référence aux liberating structures, qui sont des formats de dialogue par définition. Donc là, il y en a plein, en plus on peut les combiner, donc là c'est chouette. Et c'est vraiment conçu pour libérer la parole. Et si vraiment tu insistes, parce que tu n'es pas fan des sous-groupes, parce que tu n'as pas les sous-groupes dans ton outil, il te reste ce qui, pour moi, est le bonbon des outils de dialogue, vraiment le petit délice, le cadeau de Noël pour le sapin. Allez, tiens, je te l'offre. C'est ce qu'on appellera le fishbowl. Ou bocal à poisson. Grand classique. Pour tout le monde. Tu as gagné des graines pour ton jardin. C'est vrai en plus. Le format du bocal à poisson, c'est magique. C'est quoi le principe? En physique, tu mets 4 chaises, dont une vide, il y a 3 personnes présentes, et tout le monde est autour. Ceux qui sont à l'intérieur parlent, ceux qui sont à l'extérieur se taisent. On va le dire différemment. Ceux qui sont à l'intérieur ont le privilège du dialogue, ceux qui sont à l'extérieur ont le privilège de l'écoute. Ça, c'est la version consultant. Et du coup, en distanciel, c'est pareil. Et là, c'est génial pour ceux qui n'aiment pas allumer leur webcam. Parce que qui peut participer au bocal? Tu mets 3 webcams allumées et tu laisses la règle, il y en a toujours une qui peut s'allumer. Toutes les autres sont éteintes. Ceux qui ont besoin de rester tranquilles, ils sont tranquilles. Et tu fais des dialogues merveilleux. Pour ceux qui ont envie de participer au dialogue. Du coup, tu re-responsabilises les gens. Ça, c'est un format qui est hyper simple. Tellement pas utilisé. Quel dommage. Alors, pour renouer aussi avec le dialogue, on a évidemment les tableaux blancs virtuels. Tout le monde a une solution de tableau blanc virtuel. Ouais. Les plus connus à date, Klaxoon, Miro, Mural, plus les trucs autour. Mais là encore, je voudrais juste rappeler aux règles, aux consignes que j'ai données juste au début. Ce sont des outils extrêmement puissants. Voilà, c'est la régalade. Tu as des post-it de toutes les couleurs que tu ne trouves même pas dans le commerce. Tu as des bleus clairs, des bleus foncés, des bleus d'une autre couleur. Tu en as plein. Tu peux faire des copier-coller de 100 éléments, clac, clac. Tu as des espaces de travail infinis. C'est comme si tu avais un mur comme ça dans la vraie vie, où tu pouvais prendre des tas de post-it et tu les mets là. C'est génial. J'en fais un peu des caisses pour... Parce que je sais que si je ne mets pas la barre là, j'aurai que ça. Si je la mets là, j'aurai moins. Non, le potentiel, vous ne le voyez pas? C'est absolument remarquable. C'est remarquable, sauf si tu as Marie-Claire qui te dit « Comment je fais pour créer un post-it » Marie-Claire, je t'ai oublié. Tu es la tortue du groupe. C'est bien les tableaux blancs virtuels, c'est génial, c'est fabuleux, mais si on n'apprend pas aux gens à s'en servir, c'est complètement inutile. Les outils de tableau blanc virtuel sont vraiment des outils pour enrichir le dialogue,
Je le pense sincèrement. On a vraiment des fonctionnalités, on va beaucoup plus loin que dans le monde physique. La différence près, c'est qu'on n'a pas le tactile. Donc il faut apprendre à les utiliser. Et ce qui me permet d'arriver sur la dernière partie, le dernier sens. On a parlé de la vue, on a parlé de l'ouïe. Oula, non. On arrive dans le champ tactile. Comment on peut bien faire du kinesthésique, du physique? Si j'avais été installé sur cette table depuis tout à l'heure, je vous parlerais avec globalement assez peu de mouvements. C'est à peu près proche de ce que vous faites en ce moment. Au mieux, vous vous grattez la tête. Ça ne va pas très loin. Qu'est-ce qu'on peut faire donc en distanciel pour jouer sur la partie physique des choses? Là encore, on a suffisamment de recul. Et là, on va piocher dans les icebreakers. Icebreaker, brise-glace, si tu préfères la version française. Il y en a qui fonctionnent bien. Celui que j'aime bien, c'est d'aller chercher un objet de couleur. Oui, alors on va aller chercher un truc vert, un truc jaune dans son environnement. Alors derrière cette petite consigne toute simple, surtout on se lève de sa chaise, on va ailleurs, on récupère, on cherche, on a un contact avec notre espace. Et ça crée le rapport kinesthésique. J'ai découvert récemment une meilleure version qui va encore beaucoup plus loin. Plutôt que de demander simplement un objet de couleur, de demander l'objet le plus ancien autour de nous. Et là, ce qu'il y a de magique, c'est lorsque les personnes reviennent. Elles peuvent revenir avec ce qu'elles veulent. Les gens reviennent non seulement avec des histoires, mais ils reviennent avec des souvenirs, ils peuvent revenir avec des senteurs, ils peuvent revenir avec des sensations, ils reviennent avec un cerveau qui bouge. Ne pas sous-estimer la puissance de ces exercices-là. Comme toujours, les icebreakers, s'ils ne sont pas débriefés, s'ils n'ont pas un sens, ça frappe shit. Autre icebreaker hyper intéressant, prendre une photo. Comment être en contact physique avec votre espace? Levons-nous, prenons une photo, diffusons-la. Ça présuppose quand même de savoir prendre une photo et de la diffuser en moins de 45 secondes. Néanmoins, ça va me permettre d'activer des neurones miroirs et de rentrer en empathie. Que tu aies un chantier en construction en bas de chez toi, que tu aies la chance d'avoir un joli jardin, que tu aies la chance d'avoir les belles montagnes qu'il y a autour de Grenoble, ce que tu veux. On crée un rapport à l'espace. Et puis, celui pour lequel, à chaque fois, ma femme me dit, mais franchement, tous ces petits exercices, la meilleure posture, c'est celle du flamant rose. Je te jure, tu te mets comme ça, tu as l'air d'un flamant rose. Alors, il y en a peut-être un qui se dit, oui, tu as surtout l'air con. Mais c'est pas vrai. Si vous regardez bien l'exercice du flamant rose, c'est une position notamment en yoga, mais surtout, il a de grandes qualités proprioceptives. Un mot qui a beaucoup trop de syllabes, donc je ne l'écrirai pas. Étonnamment, ces exercices de proprioception ne se rencontrent que dans des équipes qui fonctionnent bien. Peut-être parce que ces équipes-là, elles ont déjà le lien, et qu'en fait, elles ne s'en servent pas pour se mobiliser physiquement, mais juste parce qu'elles se sentent bien avec les gens avec lesquels elles se trouvent. Des icebreakers simples pour mobiliser en physique. Mais on pourrait faire encore autre chose. Alors ce que vous ne voyez pas là, ou plutôt ce que vous voyez là-bas, c'est on peut changer de plan. Changer de plan, c'est revisiter un dogme quasiment, ou quelque chose qu'on ne voit plus, c'est-à-dire que la caméra est forcément portée sur nous. Ça paraît logique, c'est le visage qu'on va voir. Mais ça, c'est structurel, ce sont les constructeurs d'ordinateurs qui nous font ça. Imagine que tu es la même tour que ce que tu vois là-bas. En gros, une caméra. Une caméra qui va filmer une feuille. Qu'est-ce que tu libères? Tes mains. Et donc, à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser mes mains. Je peux les libérer du clavier et de la souris, parce qu'on est bien d'accord que d'un point de vue tactile, le clic-souris, c'est pas ouf de chez ouf. Hein. Sur l'échelle, on est peut-être à 1 sur 100. Et là, je peux utiliser mes mains.
Alors, vous allez me dire, oui, mais ça se paye, et moi, j'ai pas le budget. De toute façon, pour acheter un paquet de post-it, il faut faire une demande d'achat, c'est compliqué. Oui, mais voilà, en fait, cette webcam-là, vous l'avez déjà. Nous l'avons déjà. Et il y en a qui l'ont sorti plusieurs fois depuis tout à l'heure. Ça s'appelle un smartphone. Ici, vous avez la meilleure caméra HD qui existe. Elle est hyper puissante. Et si tu utilises un petit logiciel, tu vas pouvoir récupérer le flux vidéo et donc placer ton téléphone comme ça. Tu fais ça sur une tour de livre avec une règle, ça te coûte 0. Tu changes de plan et après, tu peux soit dessiner, si tu as envie, mais tu peux aller plus loin et revisiter des pédagogies encore plus interactives, par exemple avec du Lego Serious Play, c'est-à-dire manipuler de l'objet. Alors certes, il y aura toujours une limite et qu'on ne partagera pas les mêmes objets, puisque structurellement, nous sommes déconnectés. Néanmoins, ce sont des alternatives intéressantes, trop peu utilisées, qui sont pourtant à la portée de tous, et il n'y a pas besoin d'être geek pour faire ce genre de dispositif. Ce que j'ai essayé de vous montrer à travers cette intervention, c'est que faire des visios, ça demande d'être original, de repenser aux différents sens. En gros, on essaye juste de faire vibrer les neurones, que ce soit sur le champ auditif, que ce soit sur le champ visuel, que ce soit sur le champ tactile. Faire vibrer les neurones de n'importe quelle manière. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Je vous ai donné plusieurs pistes. Il me semble que parmi les premières, et celles qu'il faut vraiment re-questionner, notamment pour celles et ceux qui n'allument pas leur webcam, c'est pas allumer la webcam par principe. C'est vraiment pour créer du lien et pour qu'on commence à rentrer en empathie avec toi. Que créer des sous-groupes, c'est un vrai enjeu auditif pour énormément de personnes qui ont besoin de parler, qui ne trouvent pas les espaces de parole. Qu'essayer des icebreakers physiques, c'est pas juste pour faire mumuse, c'est un vrai enjeu de remobilisation du cerveau. Et quand on fait ça, quand on le fait de manière répétée, et quand on le fait avec une bonne intention, ben je peux vous assurer d'une chose, c'est quand les gens y reviennent, ils vous disent un truc, c'est qu'ils vont adorer vos visios. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Pour rendre vivant quoi? Les PowerPoint? Bah, j'ai tout ça. Ah bah, la réponse, elle est là. En fait, donc la question, c'est, voilà, on a une présentation à faire pour présenter les choses. Donc ça veut dire que, si je traduis ça, c'est-à-dire que la modalité sous-jacente, ça va être celle-ci. Et donc le présupposé qui semble apparaître dans ta question, c'est de dire, bon, bah, ce présupposé, comment on le déboulonne? Parce qu'il est indéboulonnable. Il n'y a aucune loi dans l'univers qui dit que la modalité par défaut, ça doit être que ça. Ça, c'est ce qu'on fait de manière empirique. Ça, on sait très bien le faire. Faire ça, hein, là, c'est innovant. Et là, on remobilise des gens. Par contre, ce n'est pas la même préparation. Par contre, c'est peut-être pas dans nos habitudes. Par contre, c'est peut-être déstabilisant par rapport au confort qu'on a du PowerPoint. Sinon, on revient à alors on voudrait changer, mais pas trop. Voilà. Et ça, cette question-là, je pense que Agile Grenoble est là pour y répondre. C'est-à-dire que c'est certainement pas la réponse qu'on va fournir. Après, je vais quand même fournir une réponse intermédiaire. C'est-à-dire que tu mets des petits pictos faits à la main dans ta présentation PowerPoint. Tu vas travailler un peu sur la surprise. C'est pas foufou, mais c'est déjà un peu mieux.
Voilà, ça t'a pris 2 minutes pour imaginer ta nouvelle dynamique. C'est aussi simple que ça. Parce que là, c'est le cœur. Ça répond? D'autres questions? Madame? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, ça va plus loin, hein. C'est-à-dire que j'ai parlé de la CNIL, mais on aurait pu parler des politiques RSE. Aujourd'hui, si vous faites un audit RSE et que vous demandez les bonnes pratiques, en RSE, on vous recommande de couper les webcams. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. Je pense qu'en fonction du prisme de là où vous allez vous trouver, vous allez avoir des influences, et donc ce sera à vous de faire le choix. Aujourd'hui, la réduction du flux pour un souci écologique, il est absolument acceptable, entendable et défendable, et il est logique. Maintenant, je vous laisse à votre bénéfice-risque. Est-ce qu'on a intérêt à allumer la webcam parce qu'on a besoin de l'interaction, ou est-ce que pour 1 heure, est-ce que j'éteins ou est-ce que j'allume? À vous de voir. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse absolue à ça. Maintenant, il me semble que c'est un peu comme l'agilité, c'est-à-dire si on n'explique pas aux gens pourquoi on veut la webcam, moi je l'explique maintenant. Je leur dis, vous avez votre droit à l'image, moi j'ai mon droit à ça. Moi j'ai mon droit aux neurones miroirs. J'ai le droit de vouloir du lien avec vous, parce que clairement, pour en faire assez régulièrement, des conférences à 30 personnes où tu as 0 webcam, je peux vous assurer d'un truc, c'est que ça tire une énergie de dingue. Et heureusement qu'il y a Nikos, hein, parce que c'est chez lui que je vais puiser la banane. Parce que tout seul, j'y arriverai pas. Et il y a plein de gens qui s'usent en visio à cause de ça. Donc je pense qu'il faut être très clair. Et pourquoi pas faire une visio sur la politique d'allumage des webcams, et peut-être d'avoir un dialogue, peut-être qu'il faut commencer par ça. Pourquoi on l'allumerait et pourquoi on ne l'allumerait pas? Et de comprendre pourquoi les gens l'allument et pourquoi les gens ne l'allument pas. Parce qu'il y a aussi des mauvaises interprétations. Parce que quelqu'un qui ne veut pas l'allumer et qui répond de manière négative et un peu agressive, je vais la ressentir et je ne vais peut-être pas comprendre qu'en fait, le problème n'est pas contre moi, c'est juste qu'elle a besoin de faire respecter son droit. Si on n'a pas eu ce dialogue-là au sein des entreprises, c'est assez compliqué. Bon, à ma connaissance, en tout cas chez mes clients, il n'y a que APRR qui a mené ce dialogue-là. Et sinon, c'est fait de manière très empirique. Les gens sont complètement laissés en roue libre sur ces questions. Du coup, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Des fois, tu as la moitié des trucs. C'est pareil, les gens quand ils disent « Oh, t'es pas loin, viens, on se met dans la même salle ». Non! Tout le monde connecté sur son poste. Parce que pour celui qui voit, pour ceux qui sont ensemble dans la même pièce, c'est génial. Et pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est très inconfortable. Malheureusement, on est obligé de fonctionner avec le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire un poste, une visio. Un lien, c'est avec une personne à un instant T. Je ne peux pas faire le lien visuel avec vous toutes et tous. J'ai répondu à ta question ? Je t'ai embrouillé parce que j'ai répondu trop longtemps. D'autres questions ? Alors, non, alors ça c'est assez troublant parce qu'il y a des gens qui, la plupart des gens, ils sont quand même, moi ce que j'ai observé, c'est que les gens qui veulent résolument pas allumer la webcam, c'est quand même très très marginal. Par contre, des gens qui sont bien d'accord pour l'allumer et ensuite l'éteindre, ça il y en a beaucoup. Alors je vais faire ton icebreaker, mais après je l'éteins. Mais au moins on l'a vu. Je vois, ne serait simplement de savoir comment tu es habillé, qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Il y a de la lumière, il n'y a pas de la lumière, il fait beau, il fait moche. Voilà, savoir la météo. Voilà. Oula, il est 10h du matin, il fait bien sombre chez toi. Bah ouais, parce que pendant c'était en période de tempête, et ça permet de créer de la discussion. Et comment vous le vivez. C'est des choses simples. On est là vraiment pour faire vibrer les neurones, c'est vraiment l'enjeu, quoi. Après, quelqu'un qui n'a pas envie de ça, je crois que le sujet, c'est pas la visio, c'est qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi, comment tu lui fais vibrer ses neurones à cette personne-là en dehors des visios. Et à mon avis, tu peux ouvrir le paquet et tu fais « Oh !» et tu refermes. Il me semble. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je constate. Ça répond? D'autres questions? Ah oui. Ah, c'est les boules. Hein. Ouais.
Donc toi, tu viens au bureau en te disant, je vais trouver des gens, et là, tu arrives et tu te connectes en visio. C'est quand même brillant et remarquable dans quoi on s'est mis. Et quelle est la question? Est-ce qu'on les abandonne? Alors moi, je fais simple maintenant. La consigne, elle est claire. Vous êtes plusieurs dans la même salle? Vous êtes tous sur votre poste. Et je fais plus les ateliers. C'est fini les ateliers avec un petit groupe de 3, un petit groupe de 4. Tout le monde sur son poste. Pourquoi? Parce que tout le monde est sur un même pied d'égalité. Sinon, il y a un décalage relationnel. Et on ne peut pas attendre que les gens qui soient à distance, ils participent. Parce que leur cerveau, il est complètement démobilisé, là où ceux qui sont ensemble, il est hyper mobilisé. Donc le décalage sensoriel, il est trop massif. Moi, j'ai fait un codir comme ça. Moi, j'étais à Lyon, eux, ils étaient à Bordeaux, ils étaient 7 dans la même pièce. Alors au début, il y a un peu les effets Larsen, les micros, les machins. Et ça s'est super bien passé. Et on a pu faire des sous-groupes. Parce que c'est ça aussi qu'on peut faire. On peut faire des sous-groupes. Dans la même pièce, tu fais des sous-groupes. Parce que les gens sont connectés. Sinon, tu n'as pas l'accès à l'outil. D'autres questions? Rémi? Sur les tableaux blancs virtuels, déjà, la petite blagounette de comment on décolle les post-it et comment on écrit bien dessus, on a forcément des objets qui sont qualitatifs. Donc là-dessus, on a un accès à l'information qui est quand même qui est bien meilleur qu'en présentiel. Donc là-dessus, on peut aller, on va très très vite. Si les gens parlent, on peut saisir des post-it ou pas. Enfin, après, il y a plein de possibilités. Là, tout ce que je vous ai montré, il n'y a rien de théorique. Tout ça, je le fais à un moment ou à un autre. Si je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Vraiment, on a la chance d'avoir un panel de modalités interactives qui sont énormes. Et sur les tableaux blancs virtuels, je revis, quoi. Et puis, tu n'as pas le rangement de la salle avec le décollage des 300 post-it. Tu sais, où tout le monde s'est barré. Tu dis, ah. Ou alors, on te demande la photo, tu sais. Quand tu as déjà vécu ce moment douloureux, tu m'enverras la photo? Allez, c'est parti. Et après, il faut les ressaisir. Parce que Marie-Claire, tu lui as dit de ne pas écrire comme en pâte de mouche. Mais elle l'a quand même fait. Parce qu'elle est adorable. Tu ne peux pas lui en vouloir. Alors que là, elle ne peut pas se planter. De toute façon, elle n'écrit pas le post-it. Parce qu'elle ne sait pas utiliser le tableau blanc. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui ont gagné du miel, venez le récupérer.